Bonjour à tous. Bonjour WeSeeder. Merci de vous être rendu disponible pour ce nouveau live chez WeSeed. On vous remercie pour votre disponibilité. Donc aujourd'hui, on a avec nous les dirigeants de la société Optulysis, Christophe Godin et Jérôme Parc. Je vous remercie, messieurs, pour votre disponibilité également. Peut-être pour expliquer un petit peu le déroulé du live aux Wisider qui n'ont peut-être pas l'habitude de cet exercice. Donc généralement, nous, on commence par une petite présentation, un petit tour de table des dirigeants, expliquer un petit peu la société et on les laisse pitcher le projet avec les nouveautés. Vous, étant Wisider, vous connaissez déjà le projet, donc peut-être qu'on va pas aller sur un niveau de détail trop simpliste parce que vous connaissez bien le projet. Une fois ce petit pitch finalisé, on va vraiment passer à la partie questions-réponses. Donc l'idée vraiment de cet échange, c'est de pouvoir interagir avec les dirigeants, poser vos questions. Et à cet effet, donc comme on est en petit comité, je me suis permis d'activer les micros et caméras de tout le monde. Donc n'hésitez pas à interagir avec nous, à ouvrir votre micro et partager vos différentes questions, vos points de vue. Ça sera très, très agréable de pouvoir interagir avec vous. Il y a aussi une petite bulle conversation si vous le souhaitez, si vous préférez le faire par écrit. Mais voilà, on vous encourage à participer à l'oral, ce sera avec grand plaisir. Sans plus, je vous laisse la parole, monsieur Christophe Jérôme, pour la suite, pour vous présenter la société que les Wholesalers connaissent déjà, mais je vous donne la parole. Merci beaucoup, Juan Pablo. Donc, effectivement, on a une petite présentation qu'on va partager avec Jérôme. Euh, J'espère que vous la voyez, je ne sais pas. Oui, D'accord. Donc, on va démarrer tout de suite pour pouvoir garder un petit peu de temps pour les questions. Donc, effectivement, là, on est en petit comité. Ce que nous comprenons, c'est que cette session est également enregistrée, donc pourra être suivie par d'autres WeSeeders. Et notre intention, c'est de passer un certain nombre de messages importants par rapport à cette levée que nous effectuons actuellement. Un premier élément, c'est un rappel ou une précision par rapport à ce que nous essayons de traiter avec notre premier produit, O2L001. Ce que nous essayons de traiter, c'est ce qu'on appelle l'AVC hémorragique. L'AVC hémorragique se différencie d'une autre forme d'AVC qui souvent est la première évoquée, qui est l'AVC ischémique, du fait d'une physiopathologie différente. En pratique, ce qui se passe, c'est que l'AVC hémorragique est consécutif à une rupture d'un vaisseau ou à une fissure d'un vaisseau à l'intérieur du cerveau. Ça conduit à la formation d'un hématome dans le cerveau, et c'est ça qu'on veut chercher à réduire et à traiter. Quand vous avez la forme d'AVC qu'on appelle ischémique et la forme plus classique, en fait, ce n'est pas un caillot à l'extérieur, mais un caillot dans le vaisseau, et c'est ce qui est actuellement également traité avec des agents thérapeutiques semblables aux nôtres, mais pas avec la différenciation que nous avons, bien sûr. Donc c'est un point important parce que ça veut dire que les modèles précliniques que nous utilisons ont une prédictivité différente. On appelle ça la translationnalité, c'est-à-dire qu'effectivement, avec des résultats que nous avons une bonne prédictivité du futur du produit et des avantages cliniques qu'il comporte, du bénéfice qu'on peut apporter chez les patients. L'objectif étant, par le fait de diminuer le volume de l'hématome, de pouvoir diminuer le handicap consécutif à cet accident ou même la mortalité qui est consécutive à cet accident. Et c'est ça que nous essayons de traiter avec notre approche. Euh, c'est un domaine dans lequel il y a, on appelle ça un besoin médical non couvert, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de traitement actuellement disponible pour les patients. Euh, Aucun traitement n'a obtenu une homologation pour pouvoir traiter ces patients, et malgré le fait que c'est en fait la forme la plus grave d'accident vasculaire cérébral.
Vous avez ici un résumé des réalisations que nous avons obtenues jusqu'à présent. Au niveau financier, on a réussi à lever jusqu'à présent, y compris avec la participation, avec votre participation lors du premier tour, jusqu'à 2,8 millions de fonds propres. Et ceci nous a permis d'accéder à ce qu'on appelle des fonds non dilutifs, c'est-à-dire venant soit de la France, soit de la Belgique, puisque nous avons une implantation France et belge en même temps, soit de l'Europe directement, sous une forme de support public ou de support qu'on appelle sous forme de grant. Et c'est ce qui nous a permis d'avancer jusqu'à présent. On atteint un stade, on va en parler tout à l'heure, où les besoins vont devenir plus conséquents et je voudrais préciser quelque chose parce que ce n'est pas forcément évident. Les besoins qu'on a sont largement au-dessus du montant qu'on cherche à lever. Mais le montant qu'on cherche à lever est essentiel pour notre avancée. C'est-à-dire que nous sommes actuellement à la recherche d'investisseurs qu'on appelle institutionnels, des investisseurs qui peuvent couvrir les frais plus importants que nous essayons enfin, qui vont permettre la réalisation très prochaine. Mais ceci prend du temps, ceci nécessite aussi qu'entre-temps, nous puissions continuer à avancer, d'où l'importance de la levée que nous essayons d'effectuer avec vous à ce stade-là. Je pense que c'est important de lever cette ambiguïté parce que il peut être, ça peut être une perception par certains d'entre vous que finalement ça ne change pas grand-chose. En fait, la réalité, c'est oui, ça change beaucoup de choses et c'est pour ça que nous comptons beaucoup sur vous. Au plan technique, nous avons réalisé un certain nombre d'avancées dont on va parler un petit peu plus précisément, qui sont d'une part le développement des modèles prédictifs dont je parlais tout à l'heure, qui sont basés sur l'utilisation de sang humain. C'est des modèles qu'on appelle aussi ex vivo, qui permettent donc d'avoir la démonstration non seulement de l'efficacité de notre produit, mais aussi des différents paramètres qui vont permettre d'optimiser cette efficacité lorsque nous passerons en phase clinique. Et en parallèle, nous avons mis en place développé un process industriel, ce n'est pas une mince affaire, mais nous avons maintenant des produits qui nous permettent de réaliser ce qu'on appelle les études précliniques de sécurité. Ces études, elles doivent être faites avec un produit qui sera exactement le même que le produit qui sera utilisé en phase clinique. Et donc, ça représente une avancée conséquente qui nous permet vraiment de progresser, y compris, on va le voir tout à l'heure, avec première observation préclinique qui est tout à fait favorable dans le cadre que nous sommes fixés. Notre stratégie, c'est ce qu'on appelle ça du de-risking. On a donc d'une part cette prédictivité dont je parlais tout à l'heure et d'autre part le fait que nous avons très précocement consulté les agences, la FDA aux États-Unis, l'EMA en Europe, de façon à avoir une sorte de cahier des charges de ce qui doit être fait pour avancer. Et dans ce cadre-là également, nous avons obtenu une désignation de médicaments orphelins parce que les nombres et la situation de sévérité de la pathologie que nous cherchons à traiter, plus le besoin médical non couvert. Tous ces éléments permettent d'avoir une désignation orpheline, ce que nous avons obtenu aux États-Unis et en Europe. Et nous travaillons dans un cadre avec des collaborations internationales, donc aux États-Unis, en Europe et au-delà, et ça fait partie de notre développement et de notre technologie. Je vais laisser Jérôme prendre cette partie de la présentation. Et après, nous adresserons bien sûr vos questions, comme l'indiqué par Juan Pablo. Désolé, je suis un peu trop anglais. Merci Christophe. Donc comme Christophe a déjà commencé à évoquer les choses, on va rentrer un peu plus dans le détail. Sur les progrès réalisés, la majeure partie de nos progrès réalisés d'un point de vue technique ces derniers mois se focalisent principalement sur le procédé industriel de fabrication de notre produit fini. Et surtout, donc, on s'est rapproché des normes. On a même atteint les normes qu'il faut atteindre pour avoir une production clinique. Alors, je vais utiliser les termes GMP, GLP, qui signifient, donc, qui sont les anglicismes des bonnes pratiques de fabrication, les GMP, les BPF, les bonnes pratiques de fabrication, et BPL pour bonnes pratiques de laboratoire, qui sont la partie GLP.
Voilà, c'est la signification de ces sigles et ça se rapproche à une normalisation qui permet justement de suivre des critères de qualité qui sont reconnus de manière internationale. Et ce sont des choses très importantes dans notre procédé parce que vous l'aurez bien compris qu'on ne peut pas développer un médicament sans suivre des normes vraiment très strictes et de qualité. Donc on a développé le processus de fabrication de ce qu'on appelle la drug substance, c'est-à-dire le principe actif de notre molécule O2L001, qui est une protéine recombinante, une enzyme OPTPA, pour lequel, quelques rappels, on avait déjà montré par le passé que c'était un agent thrombolytique. Donc thrombolytique, ça veut dire qu'on lyse à lytique le thrombus, le caillot sanguin, l'hématome, et qu'on avait donc une meilleure une meilleure sécurité de cet agent par rapport à ce qui existe déjà sur le marché, ce qui était donc un avantage concurrentiel important, non suffisant, d'où la formulation qui a été développée par Optulasis, mais voilà, une base très importante dans le rapport de bénéfice-risque. Désignation orpheline, comme Christophe l'a indiqué, en Europe et aux États-Unis pour les hémorragies cérébrales, donc pas uniquement la cible que nous visons, mais également toutes les hémorragies cérébrales, ce qui offre un potentiel de valorisation très important. Donc ça, ce sont des vieilles informations qui sont très importantes, comme Christophe l'a mentionné. Et là, ce que nous avons fait depuis ces derniers mois, ça a été de maîtriser le process de production de cette molécule. Comment ça se passe? Eh bien, nous avons mis en place ce qu'on appelle une lignée cellulaire, c'est-à-dire que notre chaîne de production, ce sont des cellules qui vont synthétiser et sécréter, donc exprimer la molécule qui va se retrouver dans un liquide, qui sert à alimenter ces cellules. Et ensuite, il va falloir isoler cette molécule, éliminer toutes les impuretés, augmenter bien entendu la pureté globale du produit à la fin, mais surtout éliminer toutes les petites traces d'impureté. C'est là le plus gros travail qui est indiqué dans les guidelines et sur lequel on doit faire donc des progrès importants. Donc ces progrès ont été faits et aujourd'hui on sait à la fois produire notre molécule pour avoir une concentration importante, suffisante par rapport aux marchés qui vont nous intéresser, mais également on sait faire toute la chaîne vers le bas, c'est-à-dire être capable d'isoler la molécule de ce bouillon de culture pour obtenir que la molécule purifiée et limiter les effets secondaires ensuite, donc que ce soit dans le développement réglementaire, donc aussi bien dans les études de sécurité, et éviter d'avoir des effets secondaires chez l'homme. Donc ça, c'est un progrès majeur qui a été fait, pour lequel on a fait une première production GLP, donc, qui est donc selon des bonnes pratiques de fabrication GMP-like. Tu peux revenir, Christophe, en Ah, arrière avant, peut-être un petit peu. Et donc ce principe actif, comme je vous l'ai dit, il a une meilleure sécurité, mais il n'a pas une meilleure efficacité seul que les autres agents thrombolytiques existants, d'où le travail qui a été fait par la société depuis le début, et c'était ça qui a été proposé au WICIDER lors de notre premier tour d'investissement, de créer une formulation innovante pour augmenter l'efficacité. Nous avons publié l'année dernière un article dans un journal relativement prestigieux, un journal scientifique relativement prestigieux, puisqu'il était classé 5e sur plus de 200 dans le domaine de la neurologie clinique, pour démontrer justement la meilleure efficacité de notre produit fini versus les standards existants sur le marché. Et donc ce développement de formulation repose principalement sur un savoir-faire qui a été établi pendant le développement industriel, c'est-à-dire qu'il y a un brevet qui protège la partie qui protège la théorie, et le savoir-faire a été mis en place au sein de l'entreprise, et très certainement nous allons protéger dans le futur quelques étapes clés de ce savoir-faire qui vont nous permettre d'apporter encore plus de propriété intellectuelle sur ce que nous faisons. Et puis surtout, nous avons, comme l'a dit Christophe, produit un premier lot qu'on va appeler pilote GMP-like. Donc, c'est-à-dire il est produit dans les mêmes conditions qu'un lot GMP, donc qui est produit selon des bonnes pratiques de fabrication. On l'appelle like parce que c'est pas celui qui est administré au patient, mais en tout cas, il ressemble comme deux gouttes d'eau au produit qui sera administré au patient et qui permettra de réaliser les études de sécurité
qui sont elles GLP, donc qui vont être les études de sécurité attendues par les agences de santé. Bien sûr, on parlait de tout ça, c'est la production, mais il y a aussi toute la partie analytique qu'il faut développer, aussi bien sur le drug substance que sur le drug product. Et là aussi, on a fait des projets majeurs, puisqu'on a développé quasiment toutes les méthodes. Et grâce à tout ça, on a pu faire une première étude de toxicologie, donc qui continue à dérisquer le développement de notre produit. Une première étude de toxicologie qui doit être faite en 2 étapes, d'abord chez le rat, puis chez le cochon. Et dans chaque étape, il y a 2 sous-étapes également, puisqu'on on fait toujours une première sous-étape qui va être ce qu'on appelle un dose range finding, c'est-à-dire qu'on va augmenter les concentrations jusqu'à la concentration maximale qu'on est capable d'atteindre avec le procédé de fabrication. Et l'objectif, c'est de regarder s'il y a de la mortalité, des effets cliniques majeurs aux différentes concentrations qui sont utilisées. Donc ça, c'est la première sous-étape. Et la deuxième sous-étape, c'est l'étude GLP, comme je vous l'ai indiqué précédemment, qui est celle qui est faite selon les normes qui cochent toutes les cases attendues par les agences de sécurité pour pouvoir déposer un dossier de demande d'essai clinique, donc chez le rat et chez le cochon. On a validé ces deux espèces animales avec les agences de sécurité, avec les agences de santé, pardon. Et on a pu donc faire la première étude de DRF, Dose Range Finding, chez le rat, qui a permis de montrer qu'on n'avait aucune mortalité, même à la dose maximale qui était utilisée, qu'on n'avait pas de signes cliniques majeurs à toutes les concentrations et même à la dose maximale que nous avons pu utiliser. Et donc, on a dérisqué cette partie-là, parce que l'étude GLP, en fait, en soi, sera un copier-coller de cette étude DRF, mais sera faite en suivant complètement toutes les cases qui sont à cocher dans le cadre d'une étude GLP. Donc on n'attend on n'attend pas de problématiques majeures sur cette étude GLP. Chez le cochon, on n'a pas encore commencé les études de toxicologie, néanmoins on avait déjà réalisé une étude pharmacodynamique chez ces animaux-là et on n'avait déjà pas observé de toxicité, principalement en phase aiguë. Mais on n'attend pas non plus d'éléments majeurs à ce stade avec notre produit. Et là, l'étude DRF sera réalisée justement en début d'année prochaine. Je te laisse reprendre sur le plan développement, Christophe. Oui, alors très rapidement, c'est un peu notre feuille de route. À court terme, c'est là que le financement qu'on cherche à obtenir avec votre support est important. À partir du produit que vous a décrit Jérôme, on va procéder à ce qu'on appelle une distribution en flacon qui permettra de réaliser ces études. Ça paraît simple comme ça, c'est pas juste de mettre les choses dans un flacon, il y a un process à respecter et donc ça a un certain coût et c'est une première étape qui nous permettra de réaliser les essais dont on vient de vous parler tout à l'heure. L'autre aspect, c'est ce qui va se faire par la suite, et ça dépend de la réalisation de la série A, donc de montants plus importants, mais encore une fois, il est important que le financement à court terme nous permette d'avancer et d'être suffisamment sécurisé au niveau financier pour que ça se passe le mieux possible. Nous allons ensuite pouvoir réaliser les autres études, les études BPL dont parlait tout à l'heure Jérôme, procéder à la production non pas du GMP-like mais du vrai produit GMP, c'est-à-dire celui qui sera utilisé pour les patients, constituer les dossiers réglementaires qui permettront d'avoir l'autorisation de réaliser l'essai clinique et initier, réaliser cet essai clinique aux États-Unis et en Europe, où nous avons développé nos réseaux, comme on va le voir tout à l'heure. Donc, vous avez ici une description des différents, ce qu'on appelle les délivrables, c'est-à-dire qu'est-ce qui va être fait dans cet essai clinique. L'essai clinique, il va consister à procéder à ce qu'on appelle une augmentation progressive de la dose ou de la concentration du produit. Et à l'issue de cette première phase, qui déjà nous donnera des éléments, puisque ce qu'on va regarder justement, c'est la diminution du volume de l'hématome que j'évoquais tout à l'heure chez les patients. Il nous sera possible de continuer l'étude pour avoir une évaluation de ce qui se passe à la meilleure dose, donc potentiellement la dose la plus haute qu'on cherche à évaluer. Et c'est un nombre relativement petit de patients pour un essai clinique, mais c'est quelque chose qui statistiquement devrait être suffisant pour faire la démonstration sur le volume de l'hématome. Et là, il y a un aspect dont on bénéficie parce qu'un précédent essai clinique avait été fait, un essai académique avec un autre produit qui a le même mécanisme d'action mais qui est moins efficace que le nôtre.
et donc il n'a pas été approuvé pour cette raison, mais ça nous permet, nous, de se baser sur, d'une part, le savoir-faire de cet essai clinique. On va le réaliser donc avec la même équipe centralisée au niveau de l'université Johns Hopkins aux États-Unis, à Baltimore, et également donc de bénéficier des datas, des données de cette étude qui montrent très fortement cette relation entre le volume de l'hématome, ce qu'on va regarder, et le bénéfice clinique en termes de diminution de la mortalité et de diminution du handicap chez les patients. Donc tout ça nous permet d'espérer soit éventuellement, parce qu'on est dans des situations orphelines, un dépôt de demande d'autorisation, ce qu'on appelle conditionnel en Europe, qui nous permettra de pouvoir déjà être dans le domaine commercial et de pouvoir avoir un support par la suite avec l'industrie, donc de pouvoir potentiellement accorder une licence à une industrie pharmaceutique où il y a différentes options autour de ça, et c'est ce qu'on appelle les opportunités de sortie. On est dans un programme de biotechnologie, ça prend du temps, mais je pense que nos avancées sont conséquentes, elles sont reconnues comme telles. C'est ce qui nous a permis d'ailleurs de faire la publication dont parlait Jérôme et d'avancer de façon efficace dans notre développement. Jérôme, peut-être rapidement, si tu veux résumer ces résultats pharmacologiques. On résume, mais c'est important quand même. Oui, tout à fait. Donc, en fait, notre démonstration se base sur le fait de reproduire, et c'est la première fois que c'est fait dans ce type de publication, de reproduire un hématome humain, quelque chose qui a la taille, la composition et qui ressemble. En fait, c'est une hémorragie cérébrale, ou du moins c'est un hématome cérébral auquel il manque le cerveau autour. Et étant donné que nous, ce qui nous intéresse, la démonstration que nous voulions faire était sur l'efficacité thrombolytique à dégrader un caillot, c'était le meilleur et c'est le meilleur substrat, on va dire d'une certaine manière, pour évaluer cette composante. On a donc fait différentes tailles, ce qu'on peut voir au milieu de l'image, différentes tailles d'hématomes, ce qui nous a permis de démontrer qu'on avait un produit au 2L001 qui était plus efficace que le principal standard dans les produits de type agent thrombolytique. Et ce qui est intéressant sur ces gros hématomes qu'on peut voir à droite, c'est qu'en fait, on reproduit complètement ce qui est fait en clinique. On peut utiliser des cathéters qui sont utilisés en clinique, on peut utiliser la même procédure d'administration, de fermeture de cathéter, de réouverture. On est sur une fenêtre de temps d'expérimentation qui est celle de l'homme. On peut traiter des hématomes pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et ça, ce sont des choses donc, qui sont intéressantes. Et pour preuve, donc ça, ce sont des données qu'on est en train de soumettre à publication actuellement. On a pu réaliser une étude avec une entreprise spécialisée dans le domaine de la statistique, notamment statistique clinique, pour nous faire un plan d'expérience prospectif. Et on a traité donc ces hématomes. On a pu démontrer qu'on était capable d'évacuer près de entre 85 et 90% de l'hématome en seulement 2 injections de notre produit. Ce qui voudrait dire que, en fait, des patients qui arriveraient avec un gros hématome de 40 ou 50 millilitres se verraient à la fin du traitement avec quelque chose qui fait moins de 10 millilitres, et ce qui serait vraiment un réel bénéfice pour ces patients. Donc encore une fois, on est vraiment dans les conditions cliniques avec un temps de fermeture et un temps d'ouverture d'hématome. Donc tout ça, comme on le disait, c'était publié. On a une nouvelle série de données qui sont en cours de soumission et qu'on espère publier prochainement dans un autre journal. Alors peut-être pas aussi prestigieux, parce que là, l'objectif est de donner les paramètres principaux d'utilisation de cette molécule, mais on espère quand même avoir d'atteindre un journal qui soit compatible et surtout qui soit utilisé de manière fréquente par les neurochirurgiens. Donc, comme je vous disais, en étant capable d'évacuer une grosse quantité d'hématomes, nous, ce qu'on attend, c'est de pouvoir avoir un meilleur pronostic clinique pour des patients. Et ce que vous voyez à gauche, c'est ce qui sort en fait du dynamisme du domaine de l'hémorragie cérébrale depuis 10-15 ans, qui a permis d'accumuler beaucoup, de plus en plus de données ces derniers temps, et qui a permis surtout de montrer que, au plus, ça paraît trivial, mais jusqu'à présent, ça n'avait jamais été démontré avec des technologies telles que celles qui sont utilisées maintenant, au plus on élimine d'hématomes,
au plus il y a de chances que le patient ait peu de handicap. Et en fait, en étant capable avec O2L001 d'aller jusqu'à 85-90% d'hématomes retirés, on pourrait améliorer donc cette probabilité d'avoir un faible handicap de environ, on va dire au moins 15%. Et ça, ce serait vraiment un game changer pour utiliser des termes de start-up. Ce serait vraiment quelque chose qui changerait vraiment la donne pour ces patients qui n'ont aujourd'hui aucun traitement disponible et approuvé. Alors après je sais pas si vous avez des questions, parce que je pense que ça peut être le moment peut-être de voir si vous avez des questions. Par écrit ou par oral, bien entendu. Que ce soit sur la partie technique, que ce soit sur les dernières réalisations, les plans. N'hésitez pas à utiliser le petit bouton de lever de main, comme ça je m'arrête et je vous laisse parler. Allez-y, je vous en prie. Alors Jeff, vous êtes en silencieux apparemment, donc on ne peut pas vous entendre. Vous avez bien levé la main. Non, il y a Fred aussi qui a activé son micro, il me semble. Oui, bonjour, j'ai activé mon micro maintenant. Je trouvais que la présentation était très bien faite. Donc, en gros, si je résume, quelque part aujourd'hui, votre produit, il permet d'améliorer de 15% les séquelles d'un AVC hémorragique. En gros, c'est ça le résultat. Ça, c'est notre objectif, parce c'est des données cliniques que nous cherchons à obtenir avec ce premier essai clinique, dont l'objectif est quand même principalement de montrer qu'on est capable d'arriver jusqu'à 80-90% d'hématomes évacués, et puis de documenter également en parallèle le bénéfice clinique, ou du moins l'état du patient entre l'arrivée à l'hôpital et puis la sortie, afin de favoriser au maximum l'obtention d'une mise sur le marché conditionnelle. En fait, la diminution du handicap que vous évoquez, c'est la translationnalité de tous ces éléments-là, qui, de notre point de vue, est plus importante que dans les formes ischémiques, par exemple, d'accidents vasculaires cérébraux que j'évoquais tout à l'heure. Les dernières données, et encore renforcées tout récemment, on y viendra peut-être, montrent que ce lien entre ce qu'on appelle le volume résiduel d'hématomes et le bénéfice clinique en termes de diminution du handicap est bien établi. Et c'est un gros avantage pour nous en termes de développement, parce que c'est ce qui permet d'avoir une observation solide avec un nombre de patients limité dans notre premier essai clinique. Merci beaucoup. Merci. Alors, donc, Jeff, du coup, question complémentaire. Donc, normalement, vous avez 3 boutons en haut de l'écran, il est marqué caméra, microphone, je pense, pour les activer. Néanmoins, je vois votre question, donc je vais pouvoir y répondre. Votre question est de savoir, étant donné que notre produit peut liser un caillot, est-ce que le produit pourrait être plus tard utilisé dans d'autres indications, notamment l'AVC ischémique? Tout à fait. Même pour donner même la réponse plus complète, à l'origine même du projet de recherche que j'ai mené, parce que la partie OptTPA est le résultat de mes études de doctorat. Et ces études de doctorat s'inscrivaient dans le cadre de l'AVC ischémique. Pourquoi on a été vers l'AVC hémorragique avec Christophe? C'est principalement du fait comme on l'a dit, de la translationnalité qui est plus facile dans l'AVC hémorragique, mais également parce que le besoin médical est vraiment non couvert. Il est mal couvert dans le cadre de l'AVC ischémique, mais il est complètement non couvert dans le cadre de l'AVC hémorragique. Et de notre point de vue, il y avait une opportunité en termes de valorisation de produits, mais également de rapidité d'accès aux patients et potentiellement à un enregistrement. D'où le fait d'avoir commencé vers l'AVC hémorragique. Et ce qu'on peut dire a posteriori, parce que ça, je ne sais pas si on aurait pu l'écrire au début, mais
à ce jour, l'ensemble de la technologie qui a été développée, que ce soit la protéine recombinante, mais après ça, la technologie pour faire de l'encapsulation dans un polymère, nous offre une fenêtre de tir assez intéressante pour l'AVC pour l'AVC ischémique, pardon, pour pouvoir faire du transport de cet agent thrombolytique vers le caillot dans le cadre pour mieux traiter ces patients, pour mieux dissoudre les caillots et pour le faire avec des doses plus faibles et donc moins de risques de ressaignement chez les patients victimes d'AVC ischémique. Ça fait partie de notre plan de recherche, de développement de pipeline avec le financement principal. Donc, afin de pouvoir apporter petit à petit d'autres produits en essai clinique. Et donc potentiellement aussi d'autres types de caillots, le tout est de rester sur des valorisations qui sont relativement cohérentes. Alors n'hésitez pas, hein, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à réutiliser soit lever la main, soit je me permets de baisser votre main, comme ça vous pourrez la relever si nécessaire, et à utiliser du coup les questions-réponses. C'est ce qui est assez intéressant, comme on l'a évoqué juste avant, le domaine de l'hémorragie cérébrale, où ce type d'AVC est relativement inconnu du grand public. Quand on dit AVC, on pense systématiquement ischémique, parce que c'est le seul pour lequel il y a eu des traitements qui ont été développés, l'AVC hémorragique. C'est 50% de mortalité à 1 an et la moitié des survivants qui sont en grand handicap. Donc, ce sont des personnes qui ont une espérance de vie qui est relativement limitée, ce qui fait que c'était la forme d'AVC qui passait sous le radar, en plus, une forme minoritaire en Occident. Donc, on l'a laissé un petit peu sous le radar, sauf que les dernières études de socio-économique et d'épidémiologie ont quand même montré que ça représente 15 à 20% des AVC, mais presque la moitié des coûts socio-économiques en ce qui concerne l'AVC hémorragique. Et là c'est deux articles scientifiques qui sont de l'épidémiologie principalement, qui sont sortis en début d'année et qui montrent qu'il y a vraiment un intérêt qui est décuplé depuis 5 ans pour l'AVC hémorragique, parce qu'on se rend compte qu'on va face à une problématique importante. C'est le cas certainement de beaucoup d'autres pathologies. Du fait du vieillissement de la population. La différence, c'est qu'ici, on parle de coûts socio-économiques très importants, et surtout, vu que c'est des accidents, on est sur des choses qui sont brutales et sans évolution progressive. Et donc, deux articles sortis aux États-Unis et en Europe qui regardent un petit peu l'état des choses en Europe et aux États-Unis. Et sur ces deux territoires, sur ces deux aires géographiques, en fait, on est sur des perspectives d'augmentation de l'incidence de la pathologie, d'augmentation des coûts socio-économiques de la pathologie. Un patient qui est victime d'un AVC hémorragique, c'est plus de 50 000 € par an. Donc ça, si on rapporte ça au fait qu'il y en ait environ 100 000 aux États-Unis, ben on est sur des coûts très importants. Et pareil en Europe. Alors, avant de passer juste à cette slide-là, deux autres questions concernant la levée de fonds. Donc la levée de fonds de 27 millions, est-ce qu'elle est garantie? Ce serait, j'ai envie de vous dire, j'aimerais qu'elle soit garantie, comme ça on aurait moins de hauts et de bas. Bien sûr, je peux pas vous promettre qu'elle soit garantie. Maintenant, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on a des vrais avantages par rapport à ce qu'on présente. Des vraies avancées, vraiment un de-risking important. On a un positionnement qui est reconnu comme étant pointu et comme étant de qualité. On a eu
des due diligence déjà avec des fonds d'investissement qui sont ressortis positifs. Donc on sait qu'on n'a pas on n'a pas d'éléments qui font peur ou d'éléments qui peuvent casser des deals. Dans ces discussions avec les VC, il y a eu des priorisations pour des choix locaux ou pour des produits qui étaient plus avancés. On s'est retrouvé en compétition face à un produit qui était déjà en phase clinique. Donc forcément, l'investissement, a été placé sur le produit en phase clinique plutôt que sur un produit qui était plus amont. Donc c'est ce qu'on fait. Alors sur ces 27 millions, quand même des choses qu'il faut repréciser, c'est que sur ces 27 millions, ça c'est le budget global pour les 4 prochaines années pour essayer d'arriver jusqu'à la toute fin de ce que Christophe a présenté avant. Notre estimation est qu'on a besoin de 15 à 16 millions d'euros en investissement et que le reste sera assuré par des fonds non dilutifs avec lesquels nous sommes en contact régulier, que ce soit BPI France avec les différentes subventions et avances remboursables à la recherche et au développement et le pendant équivalent du côté wallon. On a également déjà un term sheet signé avec l'European Innovation Council, puisque nous sommes lauréats de ce qui s'appelle l'EIC Accelerator, et on a un term sheet signé de co-investissement pour un peu plus de 5 millions. Donc aujourd'hui, ce qu'on cherche à lever, c'est seulement, si je peux me permettre, 10 millions d'euros sur ces 27 qui sont affichés. Voilà. La levée peine à avancer. En effet, on est tout à fait conscient. Comme je vous disais, on était en discussion avancée avec des fonds en début de cette année. Il y a eu des choix qui ont été faits. C'est sûr que la période a été relativement complexe en 2023 avec des taux d'intérêt très élevés qui ont vraiment fait fuir des investisseurs, surtout pour des projets à risque que sont la biotech. Aujourd'hui, on a une réaccélération des investissements et des levées de fonds. Là, je regardais sur un site spécialisé, je vois 3 ou 4 fonds qui ont levé de l'argent ces dernières semaines et qui donc vont investir dans des sociétés. Donc, on est vraiment sur un retour à un paradigme peut-être normal après les très hauts et les très bas du Covid et guerre en Ukraine qui ont vraiment fait des montagnes russes très importantes. On devrait revenir sur un rythme de croisière plus normal d'un point de vue financement de la biotech. Je ne sais pas si Christophe, tu as des choses à compléter là-dessus. Je pense que tu as effectivement donné tous les éléments, avec bien sûr les incertitudes, mais je pense effectivement les éléments très favorables que nous avons en termes de cofinancement, donc effectivement des besoins qui sont pratiquement à ce stade du tiers du budget que nous avons établi sur notre projet, et puis les avancées qui sont considérables que nous avons réalisées ces derniers temps. La difficulté à laquelle on fait face, c'est effectivement de se retrouver dans une phase où on aura besoin d'investissements plus importants pour pouvoir réaliser les éléments de production, de toxicologie et d'essais cliniques que je vous ai décrits avec Jérôme. Et entre-temps, de ne pas se retrouver dans une situation difficile, donc de pouvoir continuer à avancer plus doucement que ce qu'on souhaiterait, bien sûr, mais d'avoir des avancées réelles comme celles qu'on a décrites tout à l'heure, et de pouvoir consolider notre position pour être aussi dans les meilleures positions pour négocier avec les fonds d'investissement avec lesquels nous sommes en contact. C'est un point important. C'est tout le modèle de la biotechnologie qui comporte un certain nombre d'incertitudes, mais qui comporte aussi une très forte valorisation à la fin. Et je pense que une particularité de notre projet, de notre produit, c'est justement cet aspect de dérisking qu'on a évoqué tout à l'heure, tous ces aspects qui font que, contrairement à certains autres projets, la prédictivité est très très forte dans ce qu'on cherche à faire. Donc, je pense qu'on a des atouts et c'est ça qu'on cherche à mettre en valeur. On a fait face, comme d'autres, aux difficultés liées au Covid, aux difficultés liées à la géopolitique, parce que tout ça, ça a un impact sur l'argent disponible pour des financements tels que le nôtre, mais on pense qu'on se rapproche du bout du tunnel et qu'on doit pouvoir avancer de façon conséquente. Euh, Évidemment, on a besoin, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, de votre support pour ne pas se retrouver en difficulté. Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres questions pour qu'on puisse peut-être utiliser les dernières minutes pour y répondre? Des remarques, hein. Ça peut ne pas être des questions, juste des remarques. Je vois une question qui a été publiée. En dehors des données de non-toxicité, est-ce que la phase préclinique a pour but de démontrer l'efficacité du produit? Alors, c'est la phase préclinique a bien entendu pour but de démontrer l'efficacité du produit. Alors, tout dépend de ce qu'on appelle par efficacité. Nous, dans cette phase préclinique, on va parler d'efficacité thrombolytique, donc d'efficacité à réduire la taille de l'hématome. Et ce sont les données que nous avons publiées et que nous continuons à publier. C'est aussi un plan d'action que nous avons présenté aux agences de santé pour leur dire est-ce que ce plan d'action vous convient pour démontrer l'efficacité du produit, ce à quoi nous n'avons pas eu d'objection particulière sur notre stratégie. Je pense même qu'on peut dire d'ailleurs qu'on est plutôt un encouragement des agences de santé. C'est des consultations officielles qu'on a eues avec eux, avec des retours écrits. Ça, c'est important parce que ça nous donne le cahier des charges que j'évoquais tout à l'heure. Et ça, c'est des éléments très forts qui sont liés aux besoins médicaux auxquels on fait face, hein. Les agences de santé, leur rôle, c'est de pouvoir faciliter l'accès à des traitements pour les patients des pays respectifs, des juridictions respectives de ces agences. Et je pense que ces premiers rapports, ces premiers liens qu'on a eus avec eux sur notre projet sont quelque chose d'extrêmement positif pour pouvoir continuer à avancer. Alors moi, j'avais une question. Oui. Bon, moi, je trouve que votre présentation, elle est très bien. Moi, je trouve que ça, c'est de la médecine intelligente, j'ai envie de dire. Enfin, vous avez un produit qui fonctionne. Du coup, quel est le risque pour l'investisseur? Est-ce que ce serait, enfin, ce serait qu'un autre produit arrive sur le marché en étant plus efficace? Ce serait que votre produit coûte trop cher à produire? Ce serait que, enfin, voilà, vous, qu'est-ce que vous voyez comme Par rapport difficulté à la concurrence, Ouais, si c'est ouais. la question que vous posez, excusez-moi, je vous ai interrompu peut-être. Non, c'était ça. Je voulais me projeter. Qu'est-ce qui ferait que éventuellement l'investissement qu'on fait euh, peut être, enfin voilà, la société peut être liquidée ou j'en sais rien, ou peut perdre sa valeur parce qu'elle n'a pas réussi à faire sa place au niveau de la concurrence. Voilà. Alors, en toute transparence, c'est le risque de toute biotechnologie, mais depuis le départ. Je dirais qu'on est toujours là, on est toujours présent, on a avancé, mais il y a toujours effectivement ce risque qui peut arriver, lié, y compris aux conjonctures dont on a parlé tout à l'heure. Maintenant, on a vraiment bien avancé, on a des contacts solides avec des investisseurs dont on espère qu'ils vont pouvoir se concrétiser, mais en toute transparence, le risque existe. Par contre, l'un des gros avantages, je vous ai parlé de l'avantage de la translationnalité, de la prédictivité de nos résultats, de notre stratégie de dérisking que j'évoquais tout à l'heure. Tous ces éléments sont des éléments, je pense, très forts pour diminuer les risques que vous évoquez. En termes de concurrence, on est dans une situation très favorable parce que d'une part, il n'y a pas de traitement actuellement disponible et que l'approche que nous avons est finalement originale, en ce sens que nous sommes les seuls à le développer, tout en bénéficiant de données cliniques déjà disponibles, comme l'étude mystique qu'on évoquait tout à l'heure. Alors peut-être pour compléter cette réponse, peut-être Jérôme, en quelques mots, peut résumer aussi des éléments récents, parce qu'en pratique, on pourrait théoriquement retirer le caillot d'une façon plus chirurgicale, beaucoup plus invasive que ce que nous proposons. Il y a des résultats qui, d'une part, renforcent en fait le rationnel de la relation entre le volume de l'hématome et une efficacité clinique, mais qui en même temps montrent les limites de ces techniques qui sont plus invasives que ce que nous proposons. Tout à fait.
Je ne pourrais que abonder. Non, non, c'était ce qu'il y avait sur cette slide que vous voyez ici, c'est que le monde dans l'hémorragie cérébrale évolue drastiquement depuis le début des années 2020, avec des résultats positifs. C'est des choses qu'un investisseur a besoin d'entendre. S'il n'y a que des échecs, comme vous pouvez le mettre dans la conversation, hein, le fait d'entendre échec, échec, échec en biotechnologie, bah, ça peut ralentir aussi l'envie d'investir de la part d'investisseurs. Donc c'est bien d'avoir des résultats positifs, et notamment donc, sur les essais Interact ou Enrich. Enrich, c'est justement la stratégie qui consiste à faire une approche endoscopique avec un dispositif. Tu peux passer la slide juste d'après, Christophe, Ouais. ça permettra de voir Voilà, c'est juste avant. C'est juste pour montrer, voilà, on insère un endoscope grâce à ce type d'instrument qui permet de faire un abord pour accéder à l'hématome et venir l'enlever chirurgicalement, mais avec un abord le plus petit possible, même si là on est quand même de l'ordre de 15 mm de diamètre. Et le point qui est important, c'est que, comme Christophe l'a dit, ça a fonctionné, mais seulement sur les hématomes superficiels. Sur tous les hématomes profonds, il n'y a pas eu de résultats positifs, voire même très très neutres. Donc vraiment aucun intérêt de cette stratégie, bien entendu. Et tout ça, ça laisse de la place. Ça veut dire que ça permet de conforter sur le fait que évacuer de l'hématome fonctionne, qu'il peut y avoir des résultats positifs, mais que pour aller chercher des hématomes profonds, il faut des choses plus fines. Et c'est là où avoir un fin cathéter et des molécules peut aider à avoir de meilleurs résultats et aussi à augmenter le marché, hein. Les hématomes profonds, c'est plus de 70% des hémorragies cérébrales. Et c'est les plus graves. Je vois une question sur Acticé, mais je vais remercier Jeff pour cette question parce qu'elle va nous permettre d'insister sur notre différenciation. Acticé, c'est le. C'est le produit d'Acticor, donc Oui, c'est ça. Donc, c'est un je anti-GP6. parlais bien du même produit, absolument. Oui. Donc, ActiSafe, c'est effectivement un produit qui n'a pas donné les résultats escomptés. Et c'est pour ça que j'insistais sur la différenciation que nous avons avec les formes hémorragiques par rapport aux formes ischémiques des accidents vasculaires cérébraux. Dans le domaine ischémique, qu'il s'agit d'ailleurs des accidents vasculaires cérébraux ou d'autres pathologies comme l'infarctus, la prédictivité avec des résultats cliniques précoces est extrêmement difficile parce que très rapidement, du fait qu'on a une administration qu'on appelle systémique, une administration intraveineuse d'un produit, les notions de bénéfice-risque sont assez compliquées, la prédictivité est difficile. Là, on a un produit qui est administré localement et on bénéficie justement d'une étude qui a déjà été réalisée chez des patients et qui montre cette relation entre volume de l'hématome et bénéfice clinique attendu, ce qui n'a jamais été obtenu dans le domaine ischémique, et c'est probablement une des raisons, on pourra épiloguer, puis c'est pas notre produit, mais mon point, c'est vraiment d'insister sur le fait que l'échec de cet autre produit ne signifie pas qu'on a un risque aussi élevé que ce produit-là. Au contraire, on est dans une situation, c'est le choix qu'on a fait avec les accidents vasculaires cérébraux hémorragiques, comme l'évoquait tout à l'heure Jérôme, parce que justement, il y a une meilleure prédictivité avec des résultats précoces et que les chances de succès sont beaucoup plus importantes. Est-ce que vous avez d'autres questions? Peut-être juste finir avec les réseaux que nous avons, et puis avec les financements, voilà, les réseaux principalement, qui sont des réseaux français, puisque nous sommes en lien étroit avec certains CHU en France, donc le CHU de Lille principalement, mais également, et à travers le CHU de Lille, d'autres CHU à Tours, Nancy, Limoges, Toulouse, puisque nous faisons partie d'un ce qui s'appelle
un programme de recherche hospitalo-universitaire, ce qui s'appelle RHU, qui sont des programmes sur les plans d'investissement d'avenir, qui sont des programmes relativement importants et qui vont surtout permettre, dans notre intérêt, et du moins la question sur laquelle nous sommes rentrés dans ce RHU, c'est de changer le pronostic pour les patients victimes d'un AVC hémorragique en proposant des stratégies complémentaires. Et nous, l'intérêt que nous avons, ou ce pourquoi nous avons été choisis par le CHU de Lille pour faire partie de ce RHU, c'est justement pour apporter cette stratégie d'évacuation d'hématomes et de pouvoir peut-être l'appliquer à des patients qui ont aussi des désordres d'ordre sanguin, c'est-à-dire des patients qui vont être hémophiles ou qui vont avoir des facteurs, différents facteurs de la coagulation qui vont être manquants. Donc tout ça, ça nous donne un très fort ancrage au niveau français. Et on a un très gros ancrage aussi dans le Benelux qui est quand même très très dynamique sur le domaine AVC, puisque ce sont des centres de référence aux Pays-Bas et surtout en Belgique où nous avons une succursale. Et puis, deuxième point important en termes de relations, ça va être les États-Unis, où nous sommes en relation très étroite avec la personne qui a mené les plus gros essais cliniques dans le domaine de l'hémorragie cérébrale. Donc le professeur Daniel Hanley, qui était l'investigateur principal des essais Misty et Clear, c'est plus de 1000 patients, ce qui est quand même assez rare dans cette pathologie. Donc en gros, avec Charlotte Cordonnier qui est à Lille et Daniel Hanley aux États-Unis, on a les deux principaux leaders. On a deux principaux leaders, je ne vais pas dire les deux leaders, mais les deux principaux leaders de l'hémorragie cérébrale qui travaillent avec nous et qui sont à nos côtés, qui nous supportent et avec qui on peut discuter science pour faire évoluer les recherches. Voilà. Je pense qu'après, pour le reste, on a des collaborations scientifiques et des supports de l'Agence nationale de la recherche. Mais ça, c'est de l'annexe par rapport au projet que nous cherchons à développer. Et on a quand même une technologie, en effet, comme vous pouvez le voir là, qui a été quand même reconnue par différents organes et par différents types d'évaluateurs, on va dire, allant des aspects plus scientifiques à des aspects business. Et puis, avec l'European Innovation Council, on est sur un mécanisme et un concours européen qui est l'un des seuls monopartenaires, donc l'un des seuls qui peut être demandé par des entreprises sans être en collaboration et qui a un taux de sélectivité qui est très important. On est à moins de 5% de succès. Et donc, c'est quand même une grande force de la société d'avoir été capable de démontrer la capacité à être lauréat de cet accélérateur en répondant principalement à des questions business plus que des questions scientifiques. Voilà pour moi. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions du côté des Witseeders? Si ce n'est pas le cas, et s'il y a encore des questions pour les Witseeders qui verront ce live en replay, n'hésitez pas à aller sur le site. Vous avez bien évidemment la page dédiée pour poster toutes vos questions et on sera ravis d'y répondre avec l'équipe dirigeante d'Optolysis, Christophe et Jérôme. Donc pour tous les Witseeders, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. On va donc mettre fin à ce live. Je voulais remercier donc tous les Witseeders pour votre présence, aux Witseeders qui verront ce live en replay également, et surtout aux dirigeants de la société Optolysis pour votre disponibilité et pour toutes ces informations qui étaient très riches. Donc je vous remercie. Et je vous laisse donc avec le mot de la fin. Aux Witseeders, n'hésitez pas à rejoindre l'aventure via le site. N'hésitez pas également à poster vos questions. Merci. Merci beaucoup, Juan Pablo. Alors, clairement, j'espère qu'on était bien clair là-dessus. On a besoin de votre support, c'est essentiel pour la suite. Et les montants qu'on cherche à lever en ce moment nous mettent dans des situations qui
qui sera plus favorable pour des financements plus importants que nous attendons après. Je voulais aussi à cette occasion, bien sûr, vous remercier tous parce que vous êtes tous membres de la WICAP et donc vous avez déjà fait un premier investissement. Vous avez l'occasion là de nous aider et de renforcer la force du premier investissement que vous avez fait. À nouveau, on sera disponible, bien sûr, pour répondre à toutes vos questions. Et merci pour votre participation, pour vos excellentes questions aujourd'hui et pour nous apporter tout le support depuis le début de cette aventure. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.